Bonjour, alors aujourd'hui on est sur un lieu qui n'est pas souvent filmé à Rennes-le-Château. D'abord nous sommes à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château c'est l'ancienne capitale spirituelle des Visigoths qui s'appelait Rédé ou Rédae. Les Visigoths sont arrivés sur la fin du 5e siècle. Voilà. Ici nous sommes sur la façade nord de la ville. Il n'y a quasiment plus rien de Visigoth, si ce n'est peut-être l'escalier et la porte qui ont été conservés, y compris pendant la période médiévale. Pour moi, c'est certainement la partie la plus naturelle, la plus historique, la moins changée de Rédé, au niveau des Visigoths et au niveau du Moyen-Âge. Tout le reste, tout ce que l'on voit au-dessus, là, date, on va dire, d'après la croisade contre les chrétiens ariens, qu'on appelle la croisade cathare. Et donc, les murs de fortification que l'on voit là, ce sont les murs de la forteresse construite par Pierre de Voisin, qui était un seigneur qui a accompagné donc Simon de Montfort à la croisade. Et au tout début du XIIIe siècle, quand la première partie de la croisade s'est déroulée, Simon de Montfort a donné à l'un de ses bras droits, qui était donc Pierre de Voisin, il a donné beaucoup de possessions qui appartenaient à d'anciens seigneurs d'origine visigothique. Et c'est comme ça que l'on a ici la forteresse de Pierre de Voisin. Mais je préfère, moi, cet escalier tout à fait modeste, qui est certainement l'une des entrées nord de la forteresse qui a été conservée telle qu'elle. Et ce ne sont pas les Visigoths, si tu veux, qui ont construit Rédé. Sur le piton, sur ce relief, dès le moment où les hommes ont su forger le métal, tu as eu automatiquement un habitat, puisque c'était élevé, d'accord. Donc on pouvait voir, si tu veux, tout ennemi ou tout clan ennemi qui pouvait arriver. Donc dès le néolithique, dès l'âge des métaux, la colline, si tu veux, est habitée et fortifiée. Elle dispose alors côté sud du ruisseau de Couleur, hein, qui amène l'eau, et elle dispose donc de la source qui se trouve un peu plus loin. Donc on a une source ici directement, tu n'as pas besoin de descendre dans la plaine. Donc les Romains ont repris Rédé, ont occupé Rédé comme poste de surveillance, mais à l'époque où les Romains reprennent Rédé, réoccupent Rédé, la paix romaine est installée en Narbonnaise depuis une centaine d'années avant Jésus-Christ. Donc les Romains n'ont pas grand intérêt à occuper Rédé comme forteresse. Ce sont les Visigoths. Alors, comment ça s'est passé? Très rapidement. Les Romains ont été très forts au moment, un petit peu, à partir de César. D'accord. À partir de César jusque vers le 3e, 4e siècle, les Romains étaient très forts et disposaient d'une armée, la Légion, d'une armée de citoyens romains. Et puis, avec le temps, avec le déclin un petit peu des Romains, les Romains ont commencé à utiliser des mercenaires. Ces mercenaires, ils allaient les chercher à l'est, en Allemagne, et voire au-delà, notamment les Francs, qui seront les ennemis jurés des Visigoths. Et les Romains ont fait rentrer dans l'Empire des barbares qui s'y sont trouvés très bien et qui, quand il y a vraiment eu un déclin des empereurs, quand les empereurs n'étaient plus ce qu'on a pu connaître avec César, avec Auguste, voire même avec Constantin, ils vont prendre le pouvoir. C'est-à-dire que en 410, Alaric Ier prend Rome, d'accord. Et il mourra au sud de l'Italie, Alaric Ier, parce qu'il souhaitait, lui, installer les Visigoths sur l'Afrique du Nord, qui était le grenier à blé de Rome, d'accord? Parce que les Visigoths sont essentiellement des guerriers, des chasseurs, mais pas des cultivateurs, d'accord? Donc, l'expédition qu'Alaric a voulu mener, donc traverser le détroit et se retrouver, a échoué. Alaric Ier est mort, et donc, c'est son beau-frère qui va ramener tout le peuple wisigoth depuis donc le sud de l'Italie jusque donc dans la Narbonnaise, et il va installer
les Visigoths, alors au départ sur Narbonne, Carcassonne, puis il va y avoir, on va dire, de nombreuses péripéties. Il y a de nombreux rois qui vont se succéder. Disons que les Visigoths vont se retrouver propriétaires d'un pays qui allait de Bordeaux au Pays Basque, englobant la Catalogne française, l'Aude, l'Hérault, et ça allait jusqu'à Beaucaire. Et on peut dire que, grosso modo, historiquement parlant, les Visigoths s'installent à Rédé à partir de 460. À partir de 460, les Visigoths ont consolidé leurs frontières au nord vers le Massif central. Ils ont entièrement consolidé leurs frontières à l'ouest vers l'océan, le Pays Basque, et ils vont jusqu'à Beaucaire. À partir du moment où le pays est de nouveau pacifié, non plus sous les Romains, mais sous les Visigoths peuvent entreprendre de s'installer, de se sédentariser, d'accord, et de construire. Et ce n'est pas par hasard que les Visigoths vont choisir Rédé. En fait, Rédé se trouve être, au moment où les Visigoths vont la choisir pour bâtir leur capitale spirituelle. Rédé a toujours été, même si elle était fortifiée, même s'il y avait une ville haute, là nous sommes dans la ville haute, hein, d'accord, et de l'autre côté, on le verra éventuellement si on descend dans la plaine, il y avait la ville basse. Là nous sommes sur la ville haute. Mais Rédé, pour les Visigoths, n'a jamais été une forteresse militaire. C'était une forteresse spirituelle. Il se trouve qu'en arrivant à Narbonne en 410, les Visigoths vont entrer en contact avec une communauté très importante qui est la communauté juive de Narbonne. Et comme les Visigoths, et c'est leur grand secret, sont probablement pour les familles nobles d'ascendance juive, il va y avoir tout de suite une collaboration entre la communauté juive de Narbonne et les Visigoths, notamment dans les familles nobles, d'accord? Et ils vont être mis au courant qu'il existe donc dans l'arrière-pays, ici à Rédé, il existe des éléments de leur propre histoire et que si les Visigoths doivent installer quelque part leur capitale spirituelle, le cœur de leur installation, ça ne peut être que ici, que Rédé, que Réda, qui va pouvoir, sous leur férule, hein, sous leur commandement, qui va pouvoir surveiller tous ces lieux. Et il se trouve que, quelque part vers le sud, d'accord, est enterrée une de leurs arrière-grand-mères, une de leurs ancêtres, qui n'est ni plus ni moins que Marie-Madeleine, d'accord. Et il se trouve, pour faire très vite, que à la mort de Jésus, Marie-Madeleine, sur les indications que Jésus lui avait données quand il était encore en vie, va se réfugier non pas à la Sainte-Baume en Provence, mais va se réfugier ici, au cœur de la Narbonnaise, d'accord. On verra plus tard où est-ce qu'elle va habiter, on verra où est-ce qu'elle a vécu, on verra même où est-ce qu'elle est décédée, mais c'est parce que Marie-Madeleine a vécu ici, est morte ici et est enterrée ici, que les Visigoths qui ont été mis au courant qu'une de leurs grandes ancêtres était ici, c'est ça qui va faire qu'ils vont s'installer à Rédé et qu'ils vont faire de toute la zone un sanctuaire protégé. On verra la tour de Fa. En bas, on a à l'entrée de Cuisa, on avait un ancien château. On a Custosa qui est là. On a Blanchefort qui est derrière nous. En fait, toute la région, on va dire depuis Alette jusqu'à Bugarache et même au-delà, toute la région va être ceinturée de forteresses, de tours construites par les Visigoths qui vont faire de ce réduit leur sanctuaire, un grand sanctuaire. Quand on parle de sanctuaire, on parle d'église ou on parle de cathédrale. Là, les Visigoths, pour des raisons de véritables sanctuaires avec des gens enterrés, notamment Marie-Madeleine et les siens, les Visigoths vont faire de la région, de cette zone, leur sanctuaire. Donc on a ici un immense temple arien, puisque oui,
je ne l'ai pas mentionné, mais les Visigoths, au départ, quand ils sont en Suède, dans le Gotland, sont polythéistes, animistes. C'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux, un peu à l'image des Normands ou des Vikings. C'est d'ailleurs un petit peu la même mythologie. Les Visigoths ont au départ plusieurs dieux. Et puis, ils vont être évangélisés par deux personnages très importants. Un qui s'appelle Arius, un qui s'appelle Wulfila. Wulfila va même créer, à partir de la langue gothique et du latin, il va créer un alphabet pour les Goths et il va leur donner leur première Bible. Et alors, il faut savoir qu'au moment de l'évangélisation des Goths, qui vont dire les Visigoths, ils vont être évangélisés par des Ariens, par des gens qui croient en Dieu, le Père, qui croient au fait que Jésus est un homme, mais qu'il a été investi par une partie de Dieu, et donc il est devenu le Christ, d'accord, qui ne croient pas du tout au Saint-Esprit, mais qui ne croient pas non plus à la résurrection des corps. Chez les chrétiens ariens, on croit en la résurrection de l'âme. Une fois que la personne est décédée, l'âme retourne à Dieu, mais le corps ne retourne pas à Dieu. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va engendrer tout le mystère autour de Rédé, de Rennes-le-Château, et le cœur de l'énigme. Ce n'est pas le trésor de la Bestonnière ou de la Béboudée. Le cœur de l'énigme, c'est ici, dans la région, et on ira sur place. Ce sont des grottes, soit naturelles, soit d'anciennes mines, qui ont été investies par les habitants, d'accord, et qui ont permis d'y enterrer les corps des personnes très importantes. Et je dirais que là, la toute première personne très importante pour les Visigoths, parce que c'est son fils qui va donner les lignées de nobles Visigoths quand ils sont dans le Gotland, d'accord, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a été enterrée par ses amis gallo-romains, quelque part, je vous montrerai où, et à partir de là, démarre pour toute l'histoire de la région une histoire religieuse, mais qui est plus une histoire de foi qu'une histoire de religion. C'est-à-dire que Marie-Madeleine va prêcher le vrai message de son mari, de Jésus. Et c'est un message qui est beaucoup plus simple et où il y a moins d'empreintes religieuses et de codes et de lois que ce que l'Église catholique va en faire à partir du 3e et 4e siècle, où ce qu'on appelle les pères de l'Église vont séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire ils sont devant tout un tas de textes évangéliques et ils vont dire voilà, ceci ne nous conviennent pas parce qu'on ne peut pas conserver le pouvoir sur la population. Donc ceci, on va les rejeter et les considérer comme hérétiques. C'est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Et puis ils vont dire ceci nous convient, on va arranger un peu les textes, mais ça nous convient. On va garder l'Ancien Testament, la Torah pour les Hébreux, et on va garder seulement les 4 évangiles, plus les actes des apôtres et quelques textes, on va dire, que l'on aura préalablement étudiés et découpés. Voilà. Donc, quand Marie-Madeleine arrive ici, elle arrive avec le vrai message de Jésus, elle va le diffuser auprès de ses amis, mais il ne faut pas voir ça comme quelqu'un qui prêcherait. Elle vit ici. Son mari a été crucifié. Il a été mis au tombeau. D'accord ? Il est ressuscité. Elle l'a vu avant de partir. D'accord ? Mais elle va se trouver dans une région avec des amis. À Rennes-les-Bains se trouve tout un groupe de nobles gallo-romains, parmi lesquels se trouve Claudia Procula. D'accord ? Qu'elle a connu quand elle était en Palestine. Et donc, elle va à la fois mener une vie un peu d'ermite et à la fois discuter avec, on va dire, la nouvelle noblesse locale qui était la noblesse gallo-romaine, mais elle va aussi discuter avec les Gaulois, parce qu'il y avait des gallo-romains, mais il y avait aussi des Gaulois, il y avait des Volsques depuis très longtemps. Donc elle va discuter avec tous ces gens et à sa mort, ces gens vont lui offrir un tombeau dans un lieu magnifique à vue directe du Bugarache. Voilà.
Voilà la raison essentielle pour laquelle les Visigoths ont investi Rédé, s'y sont installés, et on verra que l'histoire des Visigoths est très longue. À la moitié du XIIIe siècle, les seigneurs du Nord vont, par conquête, ou par mariage, ou par expulsion, vont s'emparer de toutes les places fortes. Alors, pour l'époque médiévale, puisque ce sont des gens du Moyen-Âge, on est au Moyen-Âge. Mais tous ces gens autour sont tous des descendants de Visigoths. Ici, nous avons la famille de Rédé. Sur le plateau de Sceaux, nous avons la famille des Dagnortes. Au Bézu, nous avons la famille des Sesmones ou Sermones, d'accord? Tous ces gens-là sont des Visigoths. Tous ces gens-là sont des chrétiens ariens. Et donc, on peut dire que Rédé est, entre guillemets, abandonné par force par les Visigoths à la fin de la croisade contre les chrétiens ariens, puisque le roi et les seigneurs du Nord et l'Église catholique a réussi à expulser ou à englober dans des familles du Nord les derniers descendants Visigoths. Voilà, c'est à ce moment-là que Rédé va entrer un peu en déclin, d'accord? Et qu'à partir de ce moment-là, nous n'avons plus une Rédé visigothique, nous n'avons plus une Rédé qui garde les sanctuaires de la région, d'accord? Nous avons une Rédé qui est occupée par des seigneurs du Nord, ici par Pierre de Voisin et puis ses fils et petits-fils. Et c'est à ce moment-là que va se passer autre chose qui a démarré un petit peu avant la croisade. C'est la première croisade, donc en Orient, pour délivrer Jérusalem. La première croisade a été impulsée, commandée, créée par les Visigoths. Mais pas les Visigoths de Rédé, qui étaient des militaires, par les Visigoths de l'abbaye certainement d'Alette, de l'abbaye de Rédé, qui était de l'autre côté, versant sud-est, et certainement par l'abbaye de la Grâce. Parce que il y a eu, chez les Visigoths, il y avait plusieurs types de populations. Il y avait des nobles, il y avait des guerriers, il y avait des artisans, il y a même eu des cultivateurs, parce que quand ils se sont installés, ils ont cultivé, et il y avait un clergé. Et lorsque la région, à partir au moment de Charlemagne, et un petit peu après, lorsque la région a été entièrement acquise à la religion catholique, d'accord, le christianisme arien, c'est un petit peu, il est entré un petit peu dans l'ombre, il s'est replié sur lui-même, il s'est fait très discret, parce qu'il savait que les catholiques allaient devenir majoritaires, que l'Église allait donc prêcher dans la région la foi du Vatican, la foi du pape, la foi des 4 évangiles et des textes officiels, des textes canoniques. Et donc, les chrétiens ariens se sont laissés convaincre d'adhérer, parce que c'était leur intérêt et pour leur tranquillité, d'adhérer à cette foi catholique. Ils ont gardé en eux le christianisme arien, ils l'ont gardé pour leurs enfants, pour leurs familles, pour leurs proches. Ils ont certainement continué à pratiquer le christianisme arien, mais ça devenait beaucoup plus discret. Et le christianisme arien va ressurgir un petit peu avant la croisade contre ce qu'on appelle les cathares, mais en fait qui étaient des chrétiens ariens. Il va se trouver que l'Église catholique, après avoir évangélisé à sa façon toute la région, et surtout ici, la Haute-Vallée de l'Aude, eh bien, le clergé séculier, les prêtres, vont se penser autorisés à avoir un discours, mais dans les faits, dans leurs actes, à avoir un discours différent de leurs faits. Ça va aller jusqu'à bien boire, bien faire la fête, ça va aller jusqu'à courir les filles, ça va aller, surtout à récupérer, à récolter la dîme, donc à s'enrichir, d'accord? Et à partir du moment où le clergé entre en décadence, tous les habitants du coin, qui étaient d'origine visigothique, qui avaient été acquis au christianisme arien, au message de Marie-Madeleine, vont se dire, mais si l'Église catholique de l'époque, c'est ça, si le message qu'il délivre, c'est ça, c'est l'argent, c'est le sexe,
c'est la violence, c'est le mensonge, eh bien, on va revenir à notre foi d'origine. Et donc, on va revoir, on va voir ressurgir en fait le christianisme arien. Sauf que l'Église qui possède donc, toute l'Europe à ce moment-là, l'Église ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et le Vatican va rapidement constater que les prêtres qui sont sur place ici, on est au 11e, au 12e, ils vont constater que en fait, les gens abandonnent un peu les églises et les gens prient Dieu, Jésus, mais plus dans les églises et ailleurs. Et donc, ils vont tout faire pour que, en 1209, une armée commandée par Simon de Montfort, Pierre de Voisin et d'autres, viennent s'emparer, donc depuis Béziers, viennent s'emparer de la région, mais l'objectif premier de cette armée, l'objectif religieux, c'est d'éliminer systématiquement le christianisme arien, d'éliminer toute trace de Marie-Madeleine et éventuellement de récupérer quelque chose qui n'était pas prévu dans l'histoire, c'est le corps de Jésus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que cette histoire, depuis Jésus et Marie-Madeleine, leur fils, depuis les Visigoths, qui sont les descendants, cette histoire est une histoire de famille. Et aux alentours du début du XIe siècle, les moines bénédictins qui sont rattachés au pape, qui sont officiellement catholiques, les moines bénédictins en fait ont une foi secrète, ils sont chrétiens ariens. Et j'ai dit tout à l'heure que le chrétien arien ne croyait pas en la montée d'un corps au ciel, la résurrection de l'âme, mais pas la résurrection du corps. Et donc les bénédictins ariens, qui rassemblent lors de leurs travaux, indépendamment de leurs prières, ils rassemblent tous les documents, toutes les preuves des anciennes religions. Eh bien, ils sont tombés sur des documents indiquant tout simplement que, effectivement, Jésus a bien été crucifié, Jésus a bien été mis au tombeau, mais qu'au matin, quand Marie-Madeleine et Pierre et les apôtres sont arrivés, le corps n'était plus là. Le corps n'était plus là. Et donc, pour eux, le corps n'est pas monté au ciel, comme vont l'expliquer les pères de l'Église. Le corps est ailleurs. Le corps a été escamoté. Et donc, les bénédictins, qui sont au fond d'eux-mêmes des chrétiens ariens, des premiers chrétiens, vont se dire, mais ce corps, il est, s'il faut, toujours à Jérusalem, sous le temple. Et il faut absolument le récupérer. Il faut même peut-être le récupérer pour le futur de la région. Peut-être même que le rapatriement de ce corps et son enfouissement dans un sanctuaire ici pourrait permettre aux générations futures de voir, comme le dit l'abbé Boudet, de voir la résurrection. Puisque l'abbé Boudet, dans son livre La vraie langue celtique, nous dit ces lieux sont liés à la résurrection. La résurrection en grand, pas la résurrection d'une seule personne. Et donc les bénédictins vont créer les croisades. La première croisade va permettre de s'emparer de Jérusalem, et à partir du moment où les croisés s'emparent de Jérusalem, à l'époque de Godefroy de Bouillon, les bénédictins ont sélectionné 9 chevaliers, et ces 9 chevaliers vont être chargés de faire des fouilles sous le temple et de récupérer cette dépouille de façon à la rapatrier immédiatement ici, au cœur du pays wisigoth ou au cœur du pays chrétien arien. Alors, j'espère que cette entrée en matière n'a pas été trop longue, mais ce n'est pas fini. On va maintenant partir dans ce pays wisigoth et on va aller sur place voir les différents lieux dont j'ai parlé comme ça. Voilà, donc suivez-moi, on y va. On n'a pas de cheval, mais à pied ce sera aussi bien. On va aller visiter la ville basse de Rédé. Il n'y a plus beaucoup de vestiges, il n'y a même plus tout le vestige. Et on ira aussi un petit peu plus loin
voir une de ces fameuses entrées secrètes que les Visigoths avaient construites, d'accord, pour rentrer ou sortir de la ville. Et puis on ira dans d'autres lieux beaucoup plus importants pour les Visigoths, un petit peu plus loin que Rédé. Voilà. Après vous, madame. Donc maintenant, on va quitter le village. Derrière nous, on laisse le château du seigneur de Voisin. On va aller en fait dans la ville basse. On sent vraiment que tu as affaire à un chemin de forteresse royale. Tu vois, un château très important pour les Visigoths. Même s'il est probable que ce chemin-là existait déjà, plus ou moins en l'état, à l'époque des Gaulois. Les Visigoths n'ont fait que reprendre un petit peu la voie naturelle. Et cette voie naturelle, si tu veux, nous conduit tout doucement vers la ville basse, là où habitait, si tu veux, à la fois la population visigothique qui servait le roi, c'est-à-dire à la fois les soldats, mais habitait aussi les artisans, habitait les commerçants, etc. etc. quoi. Il y avait peut-être même une communauté juive dans la ville basse. C'est pas impossible, hein, puisque les Visigoths avaient de très bons rapports, si tu veux, avec la communauté juive. Donc voilà. On va donc traverser la route actuelle, hein, et on va s'engager donc dans ce chemin-là, qui descend naturellement vers le fameux mausolée, qui n'existe plus. Alors, il faut savoir que il y avait certainement des remparts intermédiaires, si tu veux, entre la ville haute, la ville royale, d'accord, et la ville basse. Et donc, on est toujours... Alors, le chemin, bien sûr, change d'aspect, mais comme tu peux le voir là-bas, le chemin reprend, si tu veux, un certain pavage en cailloux, d'accord. Et là, on descend vers la ville basse. Alors, il faut te dire que tout le pourtour du plateau, là, d'accord, était ceinturé de murailles. Tu vas me dire, mais où sont les murailles? Eh bien, les murailles, si tu veux, elles ont disparu pour deux raisons. Les murailles, elles ont disparu à partir du moment où les gens ont eu besoin de pierres et où les Visigoths avaient disparu. Et quand la forteresse de Rédé ne servait plus à rien comme forteresse militaire, qu'est-ce que c'était? Eh bien, les remparts qui ceinturaient la ville basse, d'accord, c'était des carrières de pierre. Et il faut bien que les gens, si tu veux, puissent construire des maisons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au déclin des Visigoths, à la disparition des Visigoths, très rapidement, sur, on va dire, le XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe siècle, tous les remparts vont disparaître. On verra juste le moulin qui peut servir de tour, on va le voir tout à l'heure. Et ces pierres, donc, on va les retrouver en bas, dans les différentes fermes, on va les retrouver en haut dans le village. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que comme Rédé était la capitale du christianisme arien, d'accord, il fallait absolument faire disparaître toute la splendeur de Rédé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, tu as le village, la forteresse haute dont on ne voit presque plus rien sauf l'escalier sur lequel on était, d'accord. Mais il faut imaginer vraiment un beau château avec plusieurs tours, un rempart, d'accord, donc pour le seigneur, pour le roi et après pour les comtes, puisque après les Visigoths n'auront plus le droit de s'intituler comte ou prince. Charlemagne et puis successeurs demanderont aux Visigoths, s'ils veulent garder leur possession, de s'intituler comte. Et c'est c'est un petit peu au moment de Charlemagne où on est sur des comtes de Rédé, des comtes de la marche visigothique. On n'est plus sur les rois ont disparu, l'appellation a disparu parce que Charlemagne est l'empereur de tous les Francs, y compris des Visigoths, et que pour ne pas qu'il y ait, si tu veux, de tension, pour que l'empereur soit respecté, d'accord, on va demander aux Visigoths d'enfermer dans leur poche le titre de prince ou de roi qu'ils restaient, d'accord, et on va les promulguer comtes de la marche. Voilà. Les pierres ont disparu, pas seulement parce que les habitants les ont récupérées pour construire des maisons, voire construire des châteaux, parce que, par exemple, une petite information, le château des Ducs de Joyeuse à Couisa est entièrement construit avec des pierres de la forteresse de Rédé. Toutes les pierres du château de Couisa, le château des Ducs de Joyeuse, ce sont des pierres
de la forteresse de Rédé. Et en fait, si tu veux, ça arrangeait beaucoup l'église et beaucoup le pouvoir de Carcassonne que les gens, seigneurs ou paysans, récupèrent les pierres de la forteresse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les fortifications disparaissent, les pierres s'en vont dans cette ferme, au château de Custossa, au village de Rennes-les-Bains, la station thermale, d'accord? Eh bien, il n'y a plus de traces. Et c'est parfait pour l'Église catholique, et c'est parfait pour le pouvoir royal. Parce qu'en fait, ici, on va pouvoir dire, il n'y a jamais rien eu, il n'y a plus rien. De génération en génération, on fera en sorte, si tu veux, que l'on oublie la grandeur de Rennes-le-Château, de Rédé, d'accord? Et c'est terminé. Il n'y a plus de chrétiens ariens, il n'y a plus de mausolée, comme on va le voir, il n'y a plus de forteresse. Voilà. Et ça arrange et le pouvoir en place, donc le pouvoir royal, et en même temps le pouvoir religieux, l'Église catholique. Voilà. C'est pour ça que c'est vrai que beaucoup de gens, même des spécialistes de l'histoire, vont te dire, mais il n'y a rien à Rédé. Il n'y a pas de ville basse, il n'y a même pas de traces. Donc, c'est faux. Rédé n'a jamais été la capitale des Visigoths. Et pourtant, d'après les travaux, et si je peux me permettre, je rendrai un petit hommage à Jean-Alain Cyprat pour son livre « La cité du chariot », tout démontre, et notamment les études de M. Cyprat, tout démontre que Rédé a été une ville importante à partir de 460, qu'elle s'est étendue sur le pignon rocheux, si vous voulez, le sommet, mais qu'elle s'est étendue jusque là où on va aller, et qu'elle était extrêmement importante. Voilà. Si tu tournes ta tête, tu vas pouvoir voir ce que je te disais, tu vas pouvoir voir là-bas le petit mamelon rocheux, donc, qui est le Bézu, Albédoun, d'accord? Et tu vois le plus grand coffre-fort au monde, d'accord, de la région, le Pêche de Bugarache, qui, dans les temps un peu lointains, s'appelait le Montoche, le Monto, le Mont du Taux, d'accord, mais qui a gardé ce nom plus tard de Bugarache, d'accord. Et c'est pour le Bugarache et pour des lieux où je vous amènerai que Rédé a été construite, que Rédé s'est développée et qu'on a fait de Rédé la capitale spirituelle des Visigoths, la capitale des chrétiens ariens. Voilà. On est sur un chemin, si tu veux, un des chemins qui a vu passer des Gaulois, des Gallo-Romains, qui a vu passer des Visigoths, qui a vu passer beaucoup de monde et qui a vu passer de grands personnages. C'est un des chemins. Bon, ils ne sont peut-être pas tous passés par là, ils sont peut-être passés plus à l'est, enfin plus à l'est, plus à l'ouest. Mais on est vraiment, si tu veux, là on marche vraiment sur l'histoire. Là on est vraiment dans l'histoire, on est sur ce chemin, si tu veux, qui en plus est resté presque intact, tu vois. Et c'est par ce chemin que, par exemple, le roi Ardo, si tu veux, qui menait la résistance contre l'invasion musulmane, venait donc de son château et descendait dans la plaine avec son armée, donc pour pouvoir bloquer les passages que tu vois ici, là, tous les passages. Tout le plateau, là, tout le versant, c'était plein de maisons, plutôt des maisons en bois que des maisons en pierre. Il y avait des Visigoths, il y avait des Gallo-Romains, il y avait des Gaulois, il y avait... Bon, voilà, ça c'était là. Et tu montais, si tu veux, vers la forteresse. Et là, tu découvrais une forteresse encore plus remparée, si tu veux, que le rempart qui a disparu. Tu vois le petit bassin qui est là. Ce petit bassin qui a été construit par Elisabeth Van Buren, qui a résidé quelque temps au Labadou, d'accord. Et en fait, ce petit bassin, et tu vois cette pointe d'arbre là qui pointe vers le bassin, en fait tu es sur le mausolée. C'est-à-dire que les Visigoths, comme c'était leur ville sacrée, d'accord, ont décidé d'enterrer leur roi à l'intérieur de leur cité. Et là, il y a deux hypothèses. Soit il existait déjà un bâtiment qui était peut-être, je dis bien peut-être, le tombeau de Constant, le fils de Constantin, qui avait été tué par l'un de ses frères, puisqu'à l'époque ils étaient rivaux, ils étaient, si tu veux, en opposition. Et Constant a été tué quelque part entre
Narbonne et Elne, d'accord? Et il n'est pas impossible que son mausolée, si tu veux, ait été construit ici, à Rédé, d'accord? Et quand les Visigoths arrivent, il y a déjà ce mausolée à l'emplacement que tu vois là, d'accord? Et les Visigoths n'ont fait que agrandir, embellir ce mausolée, et ils y ont déposé les dépouilles de leur roi. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que le mausolée de Constant n'était pas là, il était ailleurs, et que quand les Visigoths ont si tu veux, construit d'abord la ville haute, et ensuite ont commencé, si tu veux, à s'emparer du plateau, et tu vois d'ailleurs ce joli moulin qui, en fait, imagine-toi que ce moulin pourrait en fait représenter une des tours du rempart. Tu vois, nous sommes à la limite du plateau, hein. Dessous ça plonge, ça descend dans le ruisseau de couleur. Donc imagine-toi le rempart, d'accord, assez haut, et là tu as une tour. D'ailleurs, si tu regardes bien, on a fait la personne qui possède le moulin a fait des créneaux, un peu, si tu veux, symboliquement. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le moulin est tout petit. Là, imagine-toi que tu avais certainement, si tu veux, une tour qui devait faire certainement 7, 8, 9 mètres de haut. C'est-à-dire beaucoup plus haute. Et un rempart, si tu veux, qui ferme. Voilà. Et à l'intérieur, au plus bas, si tu veux, au plus plus plat, d'accord, avec toujours, on va le découvrir si tu veux en descendant, avec toujours, si tu veux, une vue sur... il faut que les morts, d'accord, qui reposent dans leur sanctuaire, puissent avoir une belle vue, un bel emplacement. Et donc les Visigoths vont choisir cet emplacement, là où on va arriver, d'accord, c'est-à-dire un petit peu en contrebas de la ville, près de l'eau, parce que pour les Visigoths, même s'ils sont devenus chrétiens ariens, ils n'ont jamais complètement abandonné leurs coutumes. Leurs coutumes quand ils étaient en Suède, quand ils étaient dans le Gotland, d'accord. Et pour les Goths, l'eau c'est sacré. L'eau c'est extrêmement important, à plusieurs titres. Donc. Et donc, si tu veux, le mausolée a été construit au bord de l'eau. Alors tu ne vois pas l'eau, mais tu fais 20 mètres à la lisière et tu vas voir le ruisseau de couleur. Et il est même probable que la retenue d'eau, parce que en contrebas de la ville, d'accord, il y a un lac artificiel qui a été construit. Et il est probable, si tu veux, que le lac, on va s'avancer un petit peu, regarde, tu vois, tu vois la dépression, d'accord, la rivière, si tu veux, a deux angles rocheux qui se ferment. Là, on pourrait le voir de la tour. On a formé un lac ici, d'eau, d'accord, avec un barrage qui va s'écouler dans le ruisseau de couleur. Et donc, nous avons nos rois, si tu veux, sur un mausolée. Alors, il y a un premier grand bâtiment circulaire, puisque à l'époque, si tu veux, on construisait les églises, les sanctuaires en cercle. Donc, un premier grand bâtiment qui pourrait être l'église, le temple. Un deuxième bâtiment, si tu veux, qui pourrait, toujours aussi circulaire, accolé, qui pourrait être éventuellement l'entrée de la crypte, d'accord. En dessous, donc, le sol a été évidé, on a la crypte, il y a eu au moins une vingtaine de rois visigoths. Et en bout, on a encore un troisième cercle qui est peut-être, si tu veux, l'endroit où tu avais tout ce qui concernait les rites, la religion, où les prêtres pouvaient éventuellement, si tu veux, avoir leur chasuble, avoir leur costume. Voilà. Et comme tu peux le constater, il n'y a pas de mausolée. Il n'y a plus rien. Voilà, tu es dans le mausolée, tu es dans le cercle principal, on pourrait dire que tu es dans le temple ou l'église. Voilà. Et donc, là-dessous, il y a eu de 460 jusqu'en 505, il y a eu, on va dire, peut-être une vingtaine ou une trentaine de rois visigoths. Voilà. Même quand ils étaient en Espagne,
ils ont été enterrés ici. Il y a peut-être aussi des nobles qui ont été enterrés là, de grands personnages. Et donc, au moment où Clovis va envahir le royaume wisigoth, donc avec cette fameuse bataille de Vouillé, qui ne se passe pas à Vouillé, mais qui se passe pas très loin de Carcassonne, au pied de l'Alaric, d'accord ? Au moment où les grandes batailles pour essayer de contenir les Francs se passent, ça fait déjà plusieurs mois que tous les rois qui sont disposés en cercle dessous, on a enlevé leur tombeau, leur sarcophage, si tu veux, et tous les sarcophages sont partis là-bas, au Bugarach, qui était, pour les Wisigoths qui avaient, après l'eau, ou en même temps que l'eau, si tu veux, qui avaient une profonde vénération pour les montagnes, et pour les forces des montagnes, on pourrait même dire pour les dieux, parce que même en étant chrétiens, ils n'ont jamais véritablement abandonné leur Dieu de leur patrie mère, d'accord ? Et donc, si tu veux, il y avait de grandes grottes, il y a de grandes grottes au Bugarach, et donc, on a pris tous ces gens, un par un, et on est passé, si tu veux, par de très anciens chemins, en secret. Toute la région a été mise en éveil pour que l'on fasse bien attention à ce qu'aucun étranger ne voit cette procession. Et tous ces rois, toutes les dépouilles de ces rois sont venus rejoindre le Bugarach. Et on a refermé derrière eux. Et quand Clovis est arrivé jusque devant Carcassonne, si tu veux, quand la bataille s'est déroulée, et quand Alaric II est tombé au combat, d'accord, les Wisigoths ici dormaient tranquilles. Donc, le seigneur de Rédé, le seigneur wisigoth de Rédé, les gens, puisque là, nous sommes tout en bas de la ville basse, là, derrière, si tu te retournes, tu as toutes les maisons, d'accord, des Wisigoths, tu as les étals de boucherie, tu as les commerçants, tu as les tisserands, tu as le maréchal Ferrand, tu as les armuriers, toute la ville, si tu veux, le seigneur, tout le monde est tranquille, puisque les Francs ne dépasseront jamais, ils n'arriveront jamais sur Rédé, puisque tout est fermé. Tu vois. On revoit encore ici le Bézu. Et donc, si tu veux, ici, tout doucement, commence le déclin des Wisigoths. À partir du moment où les rois ont quitté la capitale, ils ont rejoint leur sanctuaire de Bugarach, si tu veux, commence une autre période, puisque les Wisigoths vont devoir quitter Rédé pour s'installer en Espagne. Donc ici, il restera bien sûr des gens, mais c'est vers l'Espagne, si tu veux, que les Wisigoths vont se retourner. Et donc, il ne reste rien. Le secret, si tu veux, de cette histoire par rapport aux Wisigoths et par rapport au christianisme, le christianisme arien, c'est que tout a disparu. Et c'est à chacun de nous, qui le souhaite ou pas, si tu veux, de rechercher et d'essayer de retrouver un petit peu ses racines. Et puis, tu peux avoir des gens, comme Elisabeth Van Buren, auxquels on a pu faire beaucoup de reproches sur des tas de choses, mais n'empêche que cette Américaine, si tu veux, eh ben, elle savait, elle a ressenti que le lieu était sacré, et donc elle a ressenti, si tu veux, le besoin de construire à sa façon un petit quelque chose, d'accord, pour sanctifier le lieu, pour que le lieu continue. Et d'ailleurs, tu as des lions, tu as une coupe, puisque on est aussi, si tu veux, dans le pays du Graal. D'accord? Donc tu as les lions, la coupe, et puis tu as le principal, c'est l'eau. Donc tu gardes l'eau, tu as l'eau du ruisseau de couleur, mais tu as ici l'eau, si tu veux, l'eau sacrée, l'eau du baptême, l'eau de la vie. Voilà. L'un des symboles du christianisme. Qu'il soit catholique ou qu'il soit arien, si tu veux, l'eau reste un élément essentiel. Voilà. Et si tu veux aller plus loin, regarde aujourd'hui, tu as l'eau, la terre, le feu et l'air. Tu as les 4 éléments essentiels, si tu veux. Donc, il n'y a plus les murailles, il n'y a plus le mausolée, mais en fait, il est toujours là. Et si tu te retournes, ton mausolée, il est là-bas.
rompre le silence, mais excuse-moi, mais est-ce que tu sens le, comment dire, tu sens qu'il n'y a pas besoin, si tu veux, il y a besoin de rien en fait, pour sentir, si tu veux, le lieu, le rayonnement du lieu, si tu veux, la force du lieu. Après, un historien officiel, l'histoire officielle peut dire que, si tu veux, tout ça n'a pas existé et qu'il n'y a aucune preuve, mais que tu sois assis ou que tu te promènes, tu t'arrêtes quelques secondes et tu essayes d'investir un peu les lieux et de te les imaginer. Tu as besoin de rien pour sentir que tu es vraiment sur un lieu important et sacré. Très important et très sacré. Voilà. Et c'est, si tu veux, s'il fallait retenir quelque chose sur les mystères de la Haute Vallée de l'Aude, s'il fallait retenir quelque chose, si tu veux, sur l'affaire de Béranger Saunière et d'Henri Boudet, la première chose qu'il faudrait retenir, c'est que avant l'affaire au trésor, tu as un peuple qui est arrivé ici, avec une raison familiale bien particulière, qui s'est établi à Rennes-le-Château, qui a fait de Rennes-le-Château une capitale, une énorme ville, si tu veux, ville haute, ville basse, des remparts, avec ce moulin qui est ridicule, mais qui montre un petit peu symboliquement une des tours de rempart, d'accord? Et puis, tu as, comment dire, comme toute la région, si tu veux, est sacrée, comme c'est un lieu sacré, d'accord, et depuis très très longtemps, en fait, naturellement, tu te sens bien, tu sens que le lieu, si tu veux, est chargé d'histoire, mais il est aussi chargé de sentiments, il est chargé de spiritualité, et ce sont des lieux qui sont épris de liberté. Ici, tu es au cœur de la liberté. Liberté religieuse, d'accord, liberté d'aller faire ce que tu veux. C'est vraiment, si tu veux, je dirais que ici, tu es dans un pays de foi. C'est la foi. Voilà. Et la foi n'a pas besoin, si tu veux, d'Ancien Testament, du Nouveau Testament. La foi n'a pas besoin de religion, la foi n'a pas besoin de quoi? La foi n'a pas besoin de prêtre. Tu es ici, si tu, quoi que ce soit, et qui que ce soit en quoi tu crois, d'accord, c'est ta foi, elle n'appartient qu'à toi, si tu veux, et ben voilà. Tu le vois, le temple? Voilà, le temple, il est là. Et c'est exactement ce qui va se reproduire avant la croisade contre les chrétiens ariens, c'est que l'église arienne, les bâtiments ariens, les cathédrales ariennes, ce qu'on appelait les cathares, mais qui se sont appelés comme ça, l'église arienne, les bâtiments de l'église arienne, eh bien elle est là. L'église arienne, elle est là. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois rien. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de vitrail, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de clocher, il n'y a pas de cloche. Parce que l'essentiel, si tu veux, de la foi arienne, et puis l'essentiel plus tard de ce qu'on va appeler faussement les cathares, si tu veux, les chrétiens ariens, la foi, elle est là. Le bâtiment, la cathédrale, le temple, il est là, voilà, partout, là. Voilà.
Bon, eh bien, écoute, on va y aller. On va laisser le lieu se reposer tranquillement. Bon, donc tu vois, on est encore à vue hein, de la forteresse de Rennes-le-Château, la partie haute, d'accord. Mais dès qu'on va s'approcher, si tu veux, de l'entrée de ce souterrain, d'accord, la forteresse disparaît. Et alors, tu vas te rendre compte, quand on arrive au pied, que en tant qu'entrée ou sortie discrète, d'accord, personne ne peut te voir. On ne te voit pas. Regarde, ça y est. Rédé a disparu. Imagine que on fasse le siège de Rédé, si tu veux, les soldats vont entourer la forteresse, d'accord? Mais les soldats vont entourer la forteresse derrière. Jamais ils penseront, si tu veux, qu'ici, il y a une sortie. Alors, on va passer par là, on va monter par là. Donc on va se décaler un peu sur la droite. Il va falloir qu'on franchisse le fil là, pour les animaux. Alors, regarde, Rennes-le-Château a disparu. Tu vois la coulée de terre? Mais si tu n'as pas le nez dessus, de là-bas, tu vois pas qu'il n'y a pas de trou. Regarde comment ça a été bien fait. Tu ne vois pas de trou, il n'y a pas de sortie. Rennes-le-Château n'est plus à vue. Si des ennemis encerclent, ils ne te voient pas. Et là, si tu n'as pas le nez dessus, tu ne le vois pas. C'est la sortie ou l'entrée discrète par excellence. On va franchir ici. Alors attends. Hop. Hop. Vas-y. Ok. Alors, on va passer comme ça. On va éviter les. Il y a beaucoup de choses qui piquent. Hein. Donc on va éviter les buissons qui piquent. Alors, tu remarqueras aussi que si tu sors à cette heure-ci de Rennes-le-Château discrètement, d'accord, que imagine que tu es quand même quelqu'un qui t'observe dans la plaine, il a le soleil dans les yeux. Et là, comme tu peux le voir, quelqu'un qui sortirait discrètement va filer le long de la falaise, d'accord. Tu as vu le soleil, tu ne le vois pas. Là, tu le verras parce qu'on est très près, on est à 10 mètres si tu veux. Mais loin, tu vois rien. Tu vois absolument rien. Alors à partir de là, si tu veux, c'est quand même très pentu. On marche facilement parce que c'est du déblai. Hein. Passe en premier. Parce que comme ça, si jamais tu glisses, je suis juste derrière, d'accord. Passe en premier. Tu t'appuies beaucoup sur le remblai. Hein. Le remblai est un peu meuble, d'accord. Et si tu le sens pas, regarde, si tu le sens pas, tu t'appuies sur les branches, mais pas les branches piquantes, les autres avec les feuilles rondes, d'accord. De toute façon, je suis derrière toi. Tu prends ton temps parce que c'est assez abrupt. Oui, là c'est fait pour. C'est la poignée, c'est fait pour. Vas-y, vas-y. C'est joli, hein? On ne dirait pas que c'est comme ça. Hein? Mais écoute, je te la laisse découvrir toute seule. Regarde. Hein? Alors, tu vois cette entrée? Oui. D'en bas, tu ne la vois pas. Ah, oui. Voilà. Donc, tu vois, là, tu vois le passage est étroit, juste pour la place d'un homme. Tu vois, il s'accroupissent un petit peu. Tu vois que les deux parois hein, sont taillées. Tu vois qu'elles sont taillées.
Et au fond, là-bas, tu aperçois le pilier, si tu veux. C'est un pilier qui a été travaillé. Tu vois, il est là, tu le vois là. Là, tu as le pilier. Et donc, à la gauche du bas du pilier, tu vois, là, hop, tu tournes et tu t'en vas vers Rennes-le-Château. Voilà, tu vois là-bas, tu t'en vas vers Rennes-le-Château. Vas-y, tu peux y aller, ça risque rien, il n'y a pas de... Fais attention à la tête, hein. Fais bien attention à ta tête. Est-ce que tu vois le conduit, tu vois? Alors regarde bien, tu vois le pilier ici? Tu vois, le pilier, il a été travaillé. Alors tu sais pourquoi il a été travaillé le pilier? Regarde, je vais te montrer pourquoi il a été travaillé. Tu vois le conduit? Bien. Quand tu sors de Rennes-le-Château, si Rennes-le-Château est encerclé, si tu sors, rien ne te dit que quelqu'un ne t'attend pas dehors. Donc, tu penches ta tête là-bas, le pilier te permet de voir, sans que tu sois vu, puisque toi, tu as coupé ta lumière, tu as coupé ta bougie, tu as coupé ta torche, d'accord? Donc, tu vois et tu entends, d'accord? Et ce n'est seulement que si tu ne vois rien, que tu n'entends rien, que tu peux sortir de là. C'est pour ça qu'il a été évidé. Il a été évidé pour qu'on puisse, si tu veux, se voir. Et donc, après, tu as, voilà, là, hein, tu as le boyau. Et comme tu le vois, c'est un boyau qui a été taillé. Ça se voit. Tu vois les parois ont été taillées. Alors, c'est très étroit, d'accord? Parce que je pense qu'ils ont utilisé une faille naturelle, d'accord? Ils ont une faille naturelle qu'ils ont surtout sur le côté, qu'ils ont agrandi. Donc là, tu vois le sol n'est pas là. Le sol est à peu près là où un animal est venu. Tu vois, il y a un animal qui est venu, hein, qui a agité, d'accord? Mais si tu veux, originalement, la terre était ici, d'accord? Donc, on a évidé cette partie de façon à ce qu'on puisse avoir une idée du sol, d'accord? Et ici, pareil, il faudra, si tu veux, à peu près vider 50 cm, si tu veux, pour arriver au niveau du sol. Et ça continue sur des dizaines de mètres. Ça continue. Mais, comment te dire, il y a des moments où c'est très étroit. Très, très étroit, d'accord? Parce que c'est vraiment une sortie ou une entrée discrète. Alors, tu vois dehors que la roche qui est à droite, tu vois, fait un masque. Hein, quand tu es dehors en bas, tu vois, quand tu es dehors en bas, au niveau du sol, dans la plaine, d'accord? Tu vois pas en fait, tu ne le vois pas, puisque la roche passe un peu devant, d'accord? Il faudrait vraiment que tu sois dans l'axe pour voir qu'il y a un trou, d'accord? Et donc, hop, tout de suite, tu t'enfiles par là et tu vas. Et donc, si Rennes-le-Château, si tu veux, avait été encerclé, ou si tu as besoin d'entrer et de sortir de la forteresse, mais sans te signaler, c'est-à-dire que si par exemple, si le comte ou le roi t'a donné une mission, ou si tu as besoin de voir le comte, mais sans que ça se sache, tu rentres par là, d'accord? Tout doucement, tu t'avances, ça va passer sous la route qui va à Rennes-les-Bains, d'accord? Et ça va remonter vers la forteresse. Et vers la forteresse, là par contre, ce sera maçonné si tu veux, et tu remontes tranquillement. Et donc, si tu veux, à partir de là, tu peux délivrer un message, délivrer quoi que ce soit, et tu repars par là. Il n'y a aucun chevalier qui s'est présenté devant la porte du château, d'accord? Donc, c'est neutre, c'est secret. Voilà. Donc tu vois, la recherche sur les Visigoths, c'est pas seulement dans les manuscrits, dans les textes, si tu veux, dans les livres d'histoire. La recherche du passé de Rédé et des Visigoths, c'est aussi essayer sur le terrain de retrouver où ils sont passés. C'est-à-dire, c'est calculer comment... je t'ai dit, Rédé était une grande ville. Toute grande ville de cette époque-là, et même au Moyen-Âge, elle possède ses souterrains, pas un, mais ses souterrains. Il y a tout un tas d'endroits où tu peux entrer et sortir discrètement de la ville. Ça en est un. Et l'intérêt, si tu veux, d'être sur le terrain, de chercher, c'est que tu peux, si tu veux, toucher du doigt comment ils ont vécu, tu vois, comment ils se sont organisés pour pouvoir rentrer ou sortir de la forteresse. Ça, c'est vraiment l'histoire, si tu veux, concrète. Voilà. Et en plus, là, tu es dans un lieu secret.
on parle de secret à propos de Rennes-le-Château. Là, tu es vraiment dans un lieu humain qui a été façonné par l'homme, tu vois, mais c'est vraiment un lieu secret qui te permet d'aller secrètement à la forteresse. Et c'est ça aussi, si tu veux, que je fais, moi, dans mes recherches, c'est qu'il y a à la fois la recherche, si tu veux, universitaire, historique, mais il y a aussi la recherche sur le terrain, la recherche spéléologique et archéologique. Voilà. C'est joli comme endroit, hein. On y est bien, hein. Bon, eh bien, écoute, ouais, on n'a aucun message à délivrer au comte de Rédé. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir. On va sortir. Je vais sortir le premier, on va inverser la tradition. Les dames passent toujours devant, mais les dames passent devant à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, et surtout quand on sort d'un souterrain, c'est l'homme qui va passer devant pour vérifier. Alors, donne-moi une seconde que je vérifie qu'il n'y ait pas... Non, écoute, il n'y a personne, donc on peut sortir et s'enfuir. Allez. Fais bien attention quand tu descends. Tu peux descendre assise aussi, hein, c'est pas plus mal. Utilise la rainure éventuellement. Bon, de toute façon, tu ne risques rien. Il n'y a aucun ennemi à l'extérieur. Donc... Par contre, ça ne veut pas dire, parce qu'il n'y a pas d'ennemis, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir en courant, parce qu'on va partir très vite maintenant. Parce que quelqu'un pourrait venir. Donc, on va rapidement quitter les lieux, et comme ça, en même temps, on ne signalera pas la grotte. Vas-y. Tu vois, comme ça, on ne signalera pas qu'il y a la grotte. Voilà. Un dernier petit secret. Tu vois, ça, on est blanc. Quand tu rentres dans la grotte, si tu veux, et que tu passes toute la grotte, tu vas ressortir blanc. N'oublie pas une chose, dans l'affaire de Béranger Saunière, du trésor de la Bessonnière, n'oublie pas qu'il est dit que tu rentres dans une grotte, dans un souterrain, d'accord, et que tu ressors tout blanc à cause, si tu veux, des concrétions calcaires. Eh bien, ici, le hasard, j'en sais rien, on aurait pu sortir tout blanc. Alors, est-ce que ce lieu est plus important que ce qu'on pense? Ça, l'histoire ne le dit pas. Oui, alors tu vois la tour de Fa donc, fait partie de ces forteresses qui surveillaient l'entrée au site. Hein. Donc on est sur le site, et tu as le Bugarach là-bas derrière, hein, tu as Rennes-le-Château. Alors la tour de Fa, on dit qu'elle est wisigote parce que si tu veux, l'emplacement et la base a été conçu et construit par les Wisigoths. Mais là, comme tu peux le voir, la tour, elle est médiévale. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire qu'elle est wisigoth dans le sens où, après que les Wisigoths aient construit la première tour, d'accord, les seigneurs suivants, les seigneurs de Fa, ont, eux, reconstruit une tour certainement beaucoup plus haute et totalement en pierre, parce qu'il n'est pas exclu que les Wisigoths n'en aient pas construit en bois. Et alors ça fait partie, si tu veux, de ces petites forteresses, hein, qui, jusqu'à la croisade contre les chrétiens ariens, jusqu'en 1209, gardaient le coin. Alors, à quoi on voit, si tu veux, qu'elle est médiévale et qu'elle n'est plus wisigoth? Au fait que toutes les pierres, tu vois, sont latérales au niveau de la construction. Il n'y a aucune pierre en arête de poisson. Si on avait un bâtiment wisigoth, militaire, d'accord, tu aurais quelque part, je parle sur la tour, hein, sur le donjon, tu aurais des pierres, si tu veux, en arête de poisson, comme ça, voilà. C'était la signature des Wisigoths. Là, tu vois, toutes les pierres sont posées à plat.
c'est le bâtiment médiéval qui a remplacé la tour Wisigoth. Mais ce bâtiment appartenait à un seigneur directement héritier des Visigoths. On va rentrer, si tu veux, dans ce donjon. Voilà. Donc tu constates qu'il est... tout l'appareillage en bois des étages a disparu. Si tu regardes bien la construction, tu vois qu'on est toujours sur une construction médiévale. D'accord? Et c'était un bâtiment, ici, qui n'était probablement pas habité. Le logis du seigneur, on fera le tour, se trouvait au bas. Ici, si en été, c'était assez frais, l'hiver, c'était très froid. Donc, si tu veux, je ne pense pas qu'ils y vivaient. Peut-être les gardes, mais le seigneur ne vivait pas là. Le seigneur vivait, si tu veux, en contrebas, juste derrière dans le bâtiment. Là, tu as vraiment un bâtiment militaire, tu as vraiment une tour de guet. Voilà. Typique, on va dire, du 11e, 12e. Voilà. Hein. C'est un bâtiment très simple, hein. Très très simple. Hein. Ici, comment dire, c'est pas le seigneur Trincavel de Carcassonne, c'est le seigneur de Fa, du Fanum. Donc tu as quelque chose de très simple, mais quand même qui est très bien bâti et qui est très solide, hein, puisque ça a quand même traversé les siècles. Bon, donc on va sortir, si tu veux, et on va aller dans la cour de ce petit château, d'accord? Ce qui nous permettra de découvrir un petit peu l'endroit où habitait le seigneur. Ça permet aussi, si tu veux, de voir le village de Fa. Tu vois là-bas, la maison qui est là-bas, tu vois, sur la pente, dans un carré, c'était là où se trouvait le Fanum, le temple, qui a donné son nom au village de Fa, d'accord? Là, tu as le village, si tu veux, on va dire, médiéval et post-médiéval, c'est-à-dire que les habitants sont descendus dans la plaine parce que la plaine a dû être drainée, hein, puisqu'il y avait un ruisseau, il devait y avoir des marécages, donc la plaine a été drainée. Les habitants sont descendus dès qu'ils ont pu pour pouvoir cultiver, parce que tu cultives plus facilement en bas, mais à l'époque, si tu veux, de la tour, le village devait se situer très près, si tu veux, sur les contrepentes. Hein. Ce n'est que beaucoup plus tard, si tu veux, période médiévale, milieu du Moyen-Âge, que l'on descend dans la plaine pour cultiver. Sinon, on est sur la colline, le château en protection pour pouvoir se réfugier en cas d'attaque, si tu veux, et on cultive en étage. En bas, c'est des marécages. C'est marécageux, ça ne viendra qu'un peu plus tard dans le Moyen-Âge. Écoute, on va aller voir la cour du château. Donc là, on est dans la cour. Ça reste, tu vois, ça reste un bâtiment de défense puisqu'on voit encore une meurtrière. Tu vois. Le château est pas très grand. Hein. Au Moyen-Âge, si tu veux, les héritiers des Visigoths avaient des châteaux qui n'étaient pas très très grands. Carcassonne, c'est vraiment la cité comtale, c'est le comte, tu vois. Bon, Rédé était aussi cité comtale. Mais ici, tu vois, c'est très très petit. C'est-à-dire, il y a quelques gardes et essentiellement le logis du seigneur ou du chevalier avec sa dame et ses enfants. Voilà. Et tu avais certainement de ce côté, et là-bas, tu devais avoir des bâtiments, si tu veux, accolés, mais pas forcément en pierre de taille comme ça impressionnante, mais des bâtiments, si tu veux, un peu plus grossiers, qui étaient bâtiments de corps de garde, bâtiments des corps de métier, hein, d'artisanat, puisque bon, tu as un château, donc tu travailles le cuir, tu travailles le lin, tu fais des vêtements, tu fais des bijoux, et surtout tu es agricole. Donc si tu veux, là on est vraiment chez le seigneur, en contrebas, avec la tour de guet. Et tout autour, tu avais des bâtiments. Les bâtiments ont disparu, d'accord? Il n'est resté que le bloc court et donjon. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il est probable que la forteresse de Fa, d'accord, fasse partie d'un ensemble de plusieurs forteresses qui protégeaient la région, d'accord? Mais il est possible qu'avant les Visigoths, d'accord, il y ait déjà eu ici, si tu veux, une tour de guet, une enceinte, d'accord, parce que le peuple qui est venu déposer son trésor bien avant les Visigoths, donc les Juifs, d'accord, il n'est pas impossible que les Juifs aient établi ici, à cet emplacement, une tour de guet
avec peut-être, si tu veux, une ferme, quoi, pour pouvoir vivre, d'accord. Et quand les Visigoths sont arrivés, ils ont repris ce lieu, ils ont refait donc leur tour de guet. Et le fils du fils du fils du fils du seigneur Visigoth, donc au Moyen-Âge, lui a carrément bâti en dur ce que l'on voit aujourd'hui. Voilà. Et donc, on peut dire que Fa fait partie de ces forteresses magiques, d'accord, qui encerclaient, si tu veux, toute la région depuis le Cardoux jusqu'au Bugarache, d'accord, et qui protégeaient, si tu veux, la zone. C'était une zone sacrée dans laquelle il y avait des choses sacrées qui avaient été enfouies, et Fa fait totalement partie, si tu veux, de cet ensemble de défense. Voilà. Tu ne rentres pas dans la haute vallée, que ce soit ici, donc venant de l'ouest, ou venant de l'est, ou venant du nord, ou venant du sud, tu ne rentres pas si tu n'es pas invité. Voilà. Après, au cours du Moyen-Âge, comment te dire, les choses vont se faire plus discrètes, vont se perdre, et à ce moment-là, on aura un système de défense qui est un système de défense pour d'abord la communauté visigothique, donc de chrétiens ariens, avec comme point central Rennes-le-Château. Et puis, au Moyen-Âge, si tu veux, cette zone va devenir la zone des gens qu'on a appelés au 19e siècle les cathares. Mais c'était des chrétiens ariens, ils n'ont jamais été cathares. Et donc, si tu veux, au Moyen-Âge, cette zone va devenir la zone d'hérétiques par excellence. D'accord. Et là, les forteresses qui sont très modestes, hein, et que les croisés du Nord vont pouvoir conquérir très vite, ces forteresses sont destinées à protéger la population, puisqu'on a vraiment une communauté, si tu veux, qui est assez soudée entre les paysans, les prêtres et les guerriers. D'accord. On a vraiment une communauté soudée autour, si tu veux, de ces forteresses qui n'ont pas protégé très très longtemps les choses. Et puis, le temps aidant, si tu veux, eh bien, on a oublié tout ça. Et maintenant, si tu veux, tout doucement, grâce aux chercheurs, grâce aux historiens, ça ressort. Tout doucement, ça ressort. Ce qu'il faut savoir, si tu veux, tu as la partie historique, la partie sociologique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Fa protégeait aussi un lieu où il n'y a pas de trésor matériel, mais un lieu extrêmement important. Et donc, je vais t'amener maintenant vers ce lieu, d'accord, où tu verras quel trésor le château de Fa, Rennes-le-Château et tous les autres châteaux, quel trésor il protégeait. Voilà. On va y aller, tu vas voir, et tu vas voir que c'est un trésor tout à fait modeste. Tu vois. On est ici, au-dessus du petit cimetière du village de Saint-Just. D'accord, enfin du Bézu, plutôt du village du Bézu. Bien. Alors, les rochers que tu vois là-bas, c'est la véritable Sainte-Baume. C'est-à-dire que Marie-Madeleine, quand elle a débarqué sur les côtes du petit village de Sainte-Marie-de-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales, elle est venue directement ici. Alors, ici, c'est donc son habitation. Elle pouvait descendre, quand elle voulait, à Rennes-les-Bains, qui se trouve tout en bas là-bas au fond. Si tu prends le mont Cardoux et que tu descends de la pente du mont Cardoux, tu vas voir quelques petites maisons, c'est Montferrand. Et tout en bas, si tu veux, de Montferrand, derrière la colline où il y a tous les sapins, là, tu as Rennes-les-Bains. Donc, si tu veux, Marie-Madeleine était suffisamment éloignée des gens, c'est-à-dire au calme, tranquille, d'accord. Et en même temps, quand elle en avait besoin, elle descendait au village voir son amie Claudia Procula, tous les gens, si tu veux, qu'elle avait connus en Palestine, à Jérusalem et à Césarée. Et elle a vécu ici jusqu'à environ 63 après Jésus-Christ. Et quand elle est morte, ses amis donc, ont pris son corps et l'ont emmené derrière cette montagne qui cache le Bézu. Tu as le Bugarache, juste derrière. Et ils l'ont enterré dans un lieu qui est visible, enfin, où l'on peut voir le Bugarache. D'accord. Alors, tu vas me dire, mais
quels sont les éléments qui t'amènent à penser que Marie-Madeleine a vécu ici, puisque on dit que Marie-Madeleine est arrivée au Sainte-Marie de la Mer et qu'elle est remontée vers les terres à la grotte qu'on appelle la Sainte-Baume, en Provence, au-dessus du village de Saint-Maximin. Eh bien, si tu veux, dans mes travaux, j'ai compris en allant plus loin dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la croisade contre les cathares, enfin contre les chrétiens ariens se déclenche, on l'appelle la croisade contre les albigeois. Et la croisade contre les albigeois, le terme c'est une erreur. En fait, c'est la croisade contre les albigensis ou contre albigens, contre Al-Bedoun. Et Al-Bedoun, d'accord, ce n'est ni plus ni moins que la forteresse du Bézu, qui a donné son nom au village du Bézu. D'accord. Et en fait, l'Église catholique voulait s'emparer du cœur de l'hérésie au début du XIIIe siècle. Et quand j'ai rassemblé tous les éléments que j'avais, je me suis rendu compte qu'en fait, la croisade contre les albigeois, c'était en fait une erreur de copiste, c'était la croisade contre les albigensis ou contre albigens al-Bedoun, la croisade contre le Bézu. Et là, je me suis dit, mais si c'est la croisade contre le Bézu, si ici c'est le cœur, d'accord, c'est qu'il y a forcément quelque chose il y a une raison profonde. Et après bien des recherches, si tu veux, j'étais déjà venu dans ce lieu, sans savoir, d'accord, on va y descendre, et je me suis rendu compte, si tu veux, qu'en fait, c'était le lieu que Marie-Madeleine avait choisi pour vivre hors du monde, mais près du monde. Elle était, si tu veux, dans un endroit totalement reculé. Les premières traces de civilisation, c'était les petits hameaux du Bézu, de Saint-Just. C'était la forteresse du Bézu. Et elle pouvait descendre, si tu veux, tranquillement, à travers la forêt, jusqu'à Rennes-les-Bains. Et à Rennes-les-Bains, tu avais à ce moment-là la société gallo-romaine, si tu veux, dans la Narbonnaise. Il y avait notamment Claudia Procula, peut-être son mari Pilate, et leurs amis. C'est des gens qu'elle avait connus. D'accord ? Et donc, elle était à la fois, si tu veux, tranquille, hors du monde, et elle pouvait aller rejoindre le monde. Et elle pouvait aussi, tu sais qu'on dit que Marie-Madeleine, tous les jours, les anges la menaient au ciel. Alors, si tu le prends de manière un petit peu plus concrète, mais ça n'enlève rien à la spiritualité, en fait, Marie-Madeleine, si tu veux, elle pouvait descendre à Rennes-les-Bains, mais aussi Marie-Madeleine, si tu veux, en passant sous la forteresse du Bézu, elle pouvait se rendre au Bugarach. Et Jésus, avant de mourir, avait donné ses secrets à Marie-Madeleine. Et Jésus avait dit des choses très simples. Il avait dit, on va me capturer, on va me torturer, et on va me faire mourir. Tu dois absolument te réfugier dans un endroit hors de Palestine, et cet endroit hors de Palestine, c'est ce qui s'appelait à l'époque la Narbonnaise. Et dans la Narbonnaise, c'est plus particulièrement la haute vallée de l'Aude. Pourquoi ? La haute vallée de l'Ataxe, hein, puisque l'Aude n'était pas l'Ataxe. Pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus, de par son ascendance royale, et de par ses connaissances, si tu veux, il savait que au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux, pour ne pas que l'arche d'alliance et les objets du culte du premier temple tombent entre les mains des Babyloniens, d'accord ? Parce que le roi Nabuchodonosor II, si tu veux, roi des Babyloniens, avait décidé de s'emparer de la Palestine et de l'Égypte. Et donc Jésus savait que les Hébreux avaient déposé tous les trésors cultuels du premier temple, si tu veux, sous le Bugarach. Ce qui faisait du Bugarach la nouvelle Jérusalem, le nouveau temple. D'accord ? Et il ne faut pas oublier que Jésus et Marie-Madeleine étaient juifs. Ils ont toujours été juifs. Et donc, Marie-Madeleine est venue se réfugier, si tu veux, au cœur de ce pays, à proximité du nouveau temple qui est le Bugarach, d'accord ? Et à proximité et sous la protection inutile, parce qu'elle était protégée par Dieu, mais sous la protection matérielle, on va dire, de ses amis de Rennes-les-Bains. Et on va y aller, parce que le plus important, le secret des Visigoths, le secret des Templiers, le secret des chrétiens ariens, qu'on a appelés cathares, si tu veux, c'est pas le trésor.
Ce n'est pas l'Arche d'Alliance, ce n'est pas la Ménorah. Le secret, il est juste là. Voilà. Le secret, c'est une femme qui a choisi de passer les dernières années de sa vie à proximité d'autres lieux sacrés, mais elle n'a pas choisi de s'établir au Bugarach parce que, si tu veux, le Bugarach et ce que le Bugarach renferme, c'est de la matière. On n'est pas dans la matière, on est dans la spiritualité. On est dans la foi. C'est toujours la foi. Et la foi, ben, on va aller voir où elle l'a vécue. Marie-Madeleine est là, tu peux la sentir, elle vit ici, elle se lève, elle est au milieu de la nature, tu sens sa présence, elle est partout, elle est, dès que tu es ici, elle est là. Tu vois bien qu'on est dans le monde et hors du monde, voilà. Tu as une sculpture. Alors, je serais incapable de dire ce que ça représente. Simplement, tu vois qu'on a, ça a été taillé, tu vois, comme ça. Alors, il y a un trait ici. Je suis incapable de te dire si c'est une lettre, si c'est un symbole, si c'est un dessin. Je suis même incapable de te dire si c'est terminé ou pas. D'accord? Voilà. Et donc, Marie-Madeleine, si tu veux, vivait essentiellement là. Tu remarques l'entrée de la Brissou-Roche, si tu veux, et tu remarqueras qu'il est orienté vers là-bas, il est orienté vers le Bugarach, que tu ne vois toujours pas. Enfin, si, regarde. Tu vois, il y a un morceau de Bugarach, là, juste là, d'accord? Et la grotte te permet, si tu veux, de voir le Bugarach. À l'époque, la montagne qui cache la forteresse du Bézu n'était pas aussi boisée. Donc tu voyais cette pente, tu le voyais le Bugarach. Chaque matin, suivant te levant, tu voyais quand même le Bugarach. Tu vois ce rocher? Il forme une sorte de tête de dragon ou une tête de serpent. Il faut que tu saches que par rapport au lieu de Marie-Madeleine, le serpent, le lieu négatif, n'est jamais très loin. C'est-à-dire que ici, tu es sur le point positif. Et là, comme tu peux le voir, là on s'éloigne et tu as la tête du serpent, la tête du dragon, si tu veux, qui... Voilà. Elle apparaît, elle est au sommet, elle surplombe, si tu veux, la grotte de Marie-Madeleine, parce que le serpent, le dragon,
veut toujours être le premier, le plus haut, le plus beau, le plus fort. Mais si pour moi, à partir de là, si tu es en limite, là tu as le domaine divin, là tu as un autre domaine. Voilà. Tu vois, la pierre est jolie, mais tu vois quand même bien que c'est une tête. Tu as juste la tête qui apparaît, tu devines que le corps est derrière. C'est pas une tête qui met en confiance. Tu vois, on a passé une frontière.